Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, c'est avec l'éditrice Marie-Eugène que j'ai discuté. Après un passage dans plusieurs maisons d'édition, Marie est aujourd'hui un membre important de la maison HarperCollins, puisqu'elle y a créé la collection Traversée, dédiée à la fiction française. Une bonne raison pour essayer de comprendre comment un tel projet a vu le jour, mais aussi de quelle manière elle est arrivée jusqu'ici. Alors avec Marie-Eugène, on a parlé ensemble de la maison HarperCollins, dont la création remonte à plus de 200 ans, de la manière dont on élabore une nouvelle collection, de la ligne éditoriale en passant par les couvertures, ou de la façon dont, au quotidien, elle découvre les futurs livres qu'elle publiera. Bonne écoute. Bonjour Marie-Eugène. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est dans les bureaux d'HarperCollins, pour qui tu travailles depuis quelques temps désormais, depuis quelques années même. Oui, depuis 4 combien de ans. temps ? Depuis février 2019, je crois. Exactement. Tu me disais en off, comme on dit. Alors parlons peu, parlons bien. HarperCollins, c'est une maison qui est très ancienne. Est-ce que rapidement, ou même pas rapidement d'ailleurs, tu peux nous la présenter ? Bien sûr. HarperCollins, c'est à la fois très ancien et très récent ici pour la France. Ouais. Donc à l'origine, ça a plus de 200 ans et c'est des frères imprimeurs qui ont eu l'idée de monter une maison. Et puis rapidement, ils se sont associés à Collins, un Écossais. Eux étaient américains et plutôt un industriel. Et cette association a créé HarperCollins. Donc il y a une histoire d'édition à l'origine vraiment très ancienne. Mhm. Et d'objets livres plutôt de papier, et ça a créé HarperCollins, qui est donc présent aux États-Unis et au Royaume-Uni donc depuis extrêmement longtemps, mais qui s'est décidé à se développer dans le monde entier, à peu près, je dirais, en 2014-2015. Notamment en France, et du notamment en France. Donc aujourd'hui, coup. Donc en France, ça date de 2014. 2016. Ok. Ouais, 2016, le temps que ça se mette en place. Moi, je suis pas arrivée à ce moment-là. Je suis sûre que si des personnes Harper m'écoutent, je me tromperai certainement dans les détails. Mais on les salue quand même. Mais on les salue quand même. Et ça existe depuis 2016 en France. La maison Harper, le siège, l'origine, c'est un éditeur généraliste qui publie aussi bien du polar que de la littérature, du doc, généraliste au sens le plus large, puisque ça va même jusqu'aux livres chrétiens. Aux États-Unis, ça compte beaucoup. Ouais, ok. Éducation, tout, il y a tout, la jeunesse. On connaît certaines autrices HarperCollins américaines. Par exemple, il y a Patti Smith ou Joyce Carol Oates qui sont publiées dans un label qui est connu maintenant, peut-être pas du grand public, mais qui est le label ECO, E-C-O, qui est un label assez prestigieux de littérature. Et en France, c'est depuis 2016. Et il y a ou pas cet héritage anglo-saxon qui est présent dans la ligne éditoriale française ? Exactement. En fait, quand on s'est posé, quand j'ai été contactée, en tout cas à l'époque, par Sabrina Arab pour rejoindre la maison, moi j'avais passé plusieurs années chez Stock puis chez Fleuve Noir. Quand elle m'a appelée et qu'on s'est posé pour réfléchir à une collection, un nom, une charte et toute la pensée et l'esprit qui vont avec ça, moi, je me suis rapidement dit, et ça allait avec mes goûts aussi, je voulais garder cette ascendance anglo-saxonne dans l'état d'esprit. Ok. Et donc, privilégier quand même dans ma recherche de texte le narratif, ce qu'on appelle un peu le romanesque, mais c'est un mot un peu fourre-tout, mais en tout cas une ligne narrative forte avec des histoires à raconter. Des raconteurs d'histoires. Exactement, puisque traditionnellement on dit que les anglo-saxons sont très forts sur cette partie, pas seulement, mais c'est ce qui ressort, en tout cas c'est le trait un peu saillant, et l'associer à cette installation française, à cet ancrage français, et moi aussi à mon parcours vraiment personnel dans l'édition, autour du style, des voix, etc. Donc j'avais envie de garder cet héritage à l'esprit. Traversée, c'est ça, le nom Traversée. C'est ça, et ça donne la collection Traversée. Exactement. Qui a été créée en janvier 2020. Très bien, donc c'est toi qui l'a fondée. Est-ce que tu avais des ambitions directement, parce que créer une collection, c'est pas rien, évidemment, dans une maison. Est-ce que tu t'es mis des défis pour directement incarner cette collection, la marquer quelque part ? Oui,
Le défi suprême, c'était d'arriver dans une maison dans laquelle il n'y a pas de catalogue de fiction française, Par exemple, ouais, c'est pareil, où finalement. il y avait très peu d'auteurs, alors on appelle ça les auteurs locaux par rapport à Harper US, mais c'était dans le côté doc, il y en avait quelques-uns, mais c'était pour des projets parfois uniques, pas dans un suivi. Moi, ce que je voulais, c'était déjà développer ce catalogue à partir de... juste en étant très aidée, puisque je suis adossée à un grand groupe, donc c'est pas non plus irréalisable, mais il y a quand même pas d'auteur, et quand j'ai ouvert mon ordinateur le jour où je suis arrivée, il y avait rien, j'avais des dossiers vides. Ça m'était jamais arrivé, ça. Donc ça, c'était déjà un défi, mais dans le défi littéraire et le défi éditorial, je voulais vraiment, sans essayer d'aller trop vite, parce que je sais que on ne peut pas, en fait, c'est un temps long de créer tout ça. Je voulais quand même assez rapidement construire une ligne avec des auteurs déjà qui auraient une sorte de lien les uns avec les autres, quand même, à travers leur parcours, leurs textes, etc. Créer une sorte de famille littéraire liée à cette maison. Et j'ai vraiment tout de suite voulu me dire que ces auteurs, je les accompagnerais au long cours. Et donc la fidélité, c'était un point... Oui. Et en construisant de livre en livre, dans la mesure du possible, puisqu'on sait que c'est complexe aujourd'hui, pour plein de raisons, l'édition et les parcours d'auteurs et d'autrices, etc. Mais j'avais envie vraiment de construire un catalogue rêvé et tenu et de longue durée, et raisonné aussi, avec maximum 7 livres par an, pour bien accompagner ces auteurs. Ça passe aussi par... accepter de publier des livres moins bons parfois d'un auteur ? Alors, ça c'est toute une question. Parce que ça peut arriver, j'imagine. Je discutais avec Sabine Vespizer je sais plus quel mois, mais il y a très longtemps, qui est passé derrière le micro, et qui me disait oui, si je décide de publier un auteur, j'accepte de publier parfois des livres qui sont un peu moins bons, ça peut arriver. Ça peut arriver. Après, il m'est arrivé aussi de refuser des deuxièmes livres, par exemple, ou troisième livres, très tôt dans la discussion, parce que c'était pas seulement moins bon, mais je savais qu'on ne pourrait rien faire dans l'accompagnement, dans la défense de l'auteur et de son livre, et que c'était forcément pas une bonne chose pour cet auteur. Et je pense que, comme à l'inverse d'une Sabine Vespizer qui existe depuis longtemps, qui est une immense éditrice, je dis pas que je fais mon travail du mieux que je peux, mais et qui peut se permettre peut-être, ou moi comme quand j'étais chez Stock, ça arrivait, des textes étaient parfois moins bons, mais on les faisait parce qu'on accompagnait les auteurs. Je peux pas non plus dès la première deuxième année ou troisième année. Précisément, voilà, c'est ça. Parce qu'on a un travail immense à accomplir auprès des journalistes, des libraires, de la librairie de premier niveau, librairie indépendante, etc. Je peux pas non plus c'est pas encore le moment, trop, il faut que je reste assez intransigeante, mais tout ça dans une discussion avec l'auteur. C'est toujours évidemment longuement discuté, et surtout en disant mais j'ai envie de continuer à t'accompagner. C'est pas un refus et adieu. C'est pas toi, c'est pas... non, pas du tout. Ouais. Bon, alors, une éditrice, c'est quelqu'un qui trouve, qui travaille, qui publie des textes. Donc il y a ces auteurs et ces autrices qui sont récurrents, mais il y a aussi des nouvelles plumes. Quels sont, de manière tout à fait concrète, tes moyens de trouver ces nouvelles plumes ? Parce qu'il y a évidemment ce qu'on imagine, on envoie des manuscrits par la poste, ça, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et ça, je dirais même qu'aujourd'hui, quand je suis arrivée, donc il n'y avait pas de site des manuscrits. Et maintenant, on reçoit entre 200 et 250 manuscrits par mois. Bon, c'est rien par rapport à plein de maisons, mais c'est déjà important. À raison de 7 livres par mois, oui. Par an. C'est ça. Donc, par manque de temps, parce que je suis quand même toujours dans une construction, je fais encore beaucoup de choses qui ne sont pas que aller chercher des auteurs et travailler les textes, etc. Il y a beaucoup de travail et d'occupation autour du lancement d'une collection. Parfois, je manque de temps, et ce biais-là, je ne l'utilise pas toujours, j'avoue. Alors que je rêverais de trouver un livre sur le site des manuscrits. Vraiment... J'en reçois, moi aussi, etc. C'est aussi une histoire de réseau, de toutes les rencontres qu'on peut faire et tout. Finalement, mais ce qui m'a beaucoup aidé, et je vais prendre le meilleur exemple, c'est l'année de création. C'est-à-dire 2019 a été une année blanche, entre guillemets, pour lancer en janvier 2020. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est notamment une très belle rencontre que j'ai faite. En fait, je me disais, comment je vais chercher, moi, des auteurs ? Alors, il y a les agents, bien sûr. Je travaille avec des agents.
J'ai plutôt commencé l'édition auprès d'éditeurs qui n'aimaient pas à l'époque travailler avec des agents, parce que c'est un rapport particulier, le rapport aux auteurs, etc. Et maintenant, ça se développe depuis quelques années. Voilà. Donc ça m'a beaucoup aidé, évidemment. Mais aussi, j'ai fait la rencontre de Wagram Livre, par exemple. Okay. Parce que je connaissais l'une des deux personnes qui s'occupe de Wagram Livre et puis qui commençait aussi à ouvrir le livre au sein de cette maison de disques où il y a par exemple Orelsan, Catherine. Oui. C'est ça, il y a Bertrand Belin, Philippe Catherine, Orelsan, etc. Ouais. Et rapidement, on s'est dit, on va faire notre premier projet ensemble. Et ce premier projet, c'était le livre de Gringe. Bien sûr, ouais. Donc en fait, ça, c'était une manière aussi de... Eux comme moi, on avait besoin et envie de travailler ensemble. Et ça a construit ce projet qui quand même était, qui est arrivé la première année et qui a été un grand moment pour la collection en tout cas. Donc ce sont pas que des manuscrits, loin de là, c'est des rencontres, c'est la vie en fait. C'est les rencontres, beaucoup de rencontres. C'est vraiment, je suis dans mon bureau pour travailler les textes, mais on est beaucoup dehors, quoi, vraiment. Et est-ce que tu fonctionnes au coup de cœur ou est-ce que tu as une grille de critères C'est marrant parce que j'ai l'impression que je ne suis pas fixée sur ce postulat. Okay. Je crois que finalement, je suis toujours ramenée à mes coups de cœur. Parfois, il y a des évidences. Et quand on a une évidence, elles sont rares, très rares. On se dit, mais voilà, il n'y a que comme ça, normalement, que je dois pouvoir trouver un texte. Sauf que j'ai quand même... il y a quand même une partie de mon cerveau qui veut toujours créer des tableaux et des raisons et des contours parce que j'ai pas envie de me tromper et de simplement publier sur mon coup de cœur. Oui, ce serait un peu le risque majeur. C'est un risque pour tout le monde. Et pour nous, bien sûr, mais d'abord pour l'auteur. Parce que j'ai un goût. Il y a mon goût déjà, qui est là, évidemment, qui est présent, parce que tous les auteurs avec lesquels je travaille, je les ai choisis, et on s'est choisis, et eux aussi, c'est mutuel. Mais il y a aussi la maison dans laquelle je travaille, qui n'est pas... Une ligne édito, finalement. Voilà, la ligne générale, et ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, à tel moment, voilà. Même en étant totalement fou d'un texte, parfois, on doit y renoncer, parce qu'on sait qu'on ne pourra pas le défendre. Et ça, c'est très dur. Et tes goûts, à toi, c'est quoi ? C'est très varié, c'est dur, ça, c'est toujours une question difficile. C'est vrai. Mais je pense que j'ai été beaucoup bercée adolescente par le poche, comme tout le monde, parce que c'était plus simple. Mais j'aimais beaucoup toute la ligne 10-18 quand j'étais ado. Plutôt étrangère, du coup Plutôt étrangère, c'est marrant. Hanif Kureishi, ce genre d'auteurs qui m'ont vraiment marqué. Jeffrey Eugenides, ça c'était chez Point, mais c'est un auteur que j'adore. Et puis plus tard, en littérature française, un peu plus tard, c'est marrant, c'est venu vraiment plus tard, j'ai tout de suite voulu lire des textes d'Hervé Guibert, donc plutôt des maisons comme Minuit ou POL, qui vraiment ont marqué mes années de fac, en fait. Dennis Cooper chez POL, tous ces auteurs et toutes ces autrices, et puis bien plus tard, Emmanuel Bayamaktam, que j'ai découverte et aimée. Et Annie Ernaux, alors maintenant c'est plus très original, ça n'a jamais été très original, mais on dit jamais non à un petit Annie Ernaux. On dit jamais non à un petit Annie Ernaux. Mais la littérature étrangère et aussi de plus en plus la BD, le roman graphique, etc. Et même la littérature jeunesse. Enfin, je crois que c'est les livres en fait. Ouais. T'es une éditrice. Voilà. Dans pareil. le sang. Exactement. Ouais, tu viens de parler de roman graphique, ça me fait penser à une petite chose à laquelle j'avais pas pensé. Comment est-ce que tu as pensé en 2019, en 2020, la forme, la couverture, la forme du livre de la collection Traversée, la couverture, je sais pas comment on appelle tout ça, la charte graphique. Oui, la charte graphique. L'identité de la collection. Alors c'est dommage parce que c'est important. Et j'aimerais pouvoir raconter une histoire vraiment romanesque en disant... j'ai vécu ça à telle époque de ma vie. C'est ça. J'ai dessiné sur un coin sur une nappe de restaurant et puis là on a trouvé le logo et tout. Mais pas du tout. Mais ça a été un long parcours et je sais pas si j'aurais envie de renouveler ça. Non, c'est un long parcours. C'était à la fois passionnant parce que ça demande de tout rationaliser. Et j'avoue que ce n'est pas mon point fort à l'origine, mais ça m'a appris beaucoup. En fait, ça m'a appris vraiment à rationaliser ce que je veux faire et où je veux aller. Et ça a été très fort. Et ça a été aussi une force de Harper qui attendait ça aussi. Harper US attendait à la fin que je présente un projet, en fait.
au siège pour dire, voilà, est-ce qu'on va dans la bonne direction, etc. Et donc, pour trouver le nom et la charte de couverture, il y a eu des listes infinies de noms. De manière assez basique, finalement. Des listes incroyables avec des noms magiques, mais que je n'ai pas pu garder parce que c'était totalement dingue. Il faudrait que je retrouve cette liste. Et rapidement, j'ai plutôt pensé en me disant, voilà, l'héritage, l'implantation, traverser l'Atlantique. Voilà, bon. Et traverser, c'est ce que j'ai toujours ressenti quand j'ai lu des livres, c'est que j'ai l'impression d'être d'une sorte de foudre qui s'abat sur moi pour certains livres, d'être traversé par des sentiments, traversé par des émotions, etc. J'avais envie d'aller vers ça. Et pour la couverture pure, je dirais qu'on ne pouvait pas aller vers une charte qu'on appelle plus typo ou une couverture, une blanche, si je résume. C'est peut-être mes premières amours, c'est plutôt les blanches et les couvertures assez neutres. Ça, c'est, on va dire, mon goût à moi. Mais j'avais totalement conscience, déjà parce que je vois en librairie et aussi parce qu'on est Harper, avec un nom américain. Déjà, il y avait tout un travail... c'est marqué. C'est marqué, enfin voilà. Et donc, je savais que l'illustration devait être importante dans l'établissement de cette charte. Donc, on a vraiment respecté à la fois les codes d'une blanche avec cette bordure qui... c'est pas du plein pot, c'est presque du plein pot, mais en tout cas... les cartouches et puis la ligne de traversée comme ça, parce que c'est une sorte de ligne un tout petit peu courbe. C'est pas quelque chose de rectiligne du tout. Et ça, c'était important pour nous. Et avec quand même une liberté dans la charte, parce que c'est complexe d'avoir une charte. On peut utiliser que des photos verticales, je sais pas si tu as remarqué. Mais quand même une liberté pour utiliser de l'illustration, pour utiliser une peinture, pour utiliser une photo et une liberté. Voilà. Ouais, parce que là, typiquement, je vois un livre qui va sortir en mars de Agathe Lemaître, le livre de Liane. C'est pas du tout une photo, c'est un dessin. Ouais, c'est un dessin, exactement. Et avec toujours cette possibilité du bandeau. Alors, on ne le fait pas systématiquement, mais voilà. Et donc, il y a cette ligne courbe dont je te parlais. Ouais. Qui incarne de traversée. Exactement, voilà. En fait, elle est assez simple et je pense que c'était aussi important. Elle pourra évoluer, je pense, dans le temps. Mais elle a été bien reçue par la librairie indépendante au démarrage, parce que c'était aussi... c'est là que la collection est la plus présente, tout simplement. Puis c'est important. C'est très important. C'était vraiment dans le développement de Traversée, très tôt, ça a été notre obsession. On est parti très tôt sur les routes avec notre relation libraire, Anne-Marie Lafleur, qui est vraiment la partenaire de choc pour le lancement de Traversée. Car éditrice, c'est un collectif. Oui. Tu travailles donc avec des relations, les personnes qui gèrent les librairies, les salons, les attachés de presse, les graphistes, j'imagine. Oui. Graphiste incroyable, qui est une graphiste freelance, qui a travaillé longtemps pour 10-18 notamment. Ouais, ok. Et qui travaille avec nous sur tout le catalogue. Caroline Giou, je la nomme. Bien sûr. Et on a travaillé chez elle dans sa maison du Perche. Parce qu'il y avait quand même une partie sympa. J'ai décrit le goulag quasiment, mais non, c'était quand même très joyeux. Il y a eu beaucoup d'essais pour cette charte et c'est donc avec Caroline dans le Perche que ça s'est fait. Qui était Jean-Marc Roberts pour toi? Ah, mais je suis choquée par cette question. Non, c'est important, ouais. En fait, c'est très dur de répondre parce que j'ai été marquée à vie, je pense, par Jean-Marc Roberts. Qui était-il? C'était un éditeur, scénariste, romancier, qui a commencé très tôt, lui, dans l'édition. Il était né au début des années 50, donc c'est des parcours peut-être qu'on voit un peu moins maintenant. Et il a, je crois, écrit son premier roman. Je vais peut-être me tromper, pareil, sur les dates et les âges, mais peut-être à 17 ans. Okay. Il a eu des prix très tôt. Il a écrit, je pense, plus d'une trentaine de romans sur toute sa vie. Et il a monté... il est resté longtemps au Seuil. Il a fait un tout petit passage au Mercure de France. Ensuite, il est allé chez Fayard, avec Claude Durand. Et là, il a monté La Bleue. Elle a commencé chez Fayard, en fait. La Bleue, qui est donc une collection emblématique désormais chez C'est Stock. Ça. Avec une charte, pour le coup, extrêmement simple, sobre, avec ce bleu... bleu sur bleu. C'est ça, c'est du bleu pâle sur du bleu nuit. Et en fait, je sais pas, il a dû rester quelques années comme ça chez Fayard. Puis, il a pris la direction de Stock en 98. Alors pareil, je peux me tromper à revérifier, mais...
Et Stock était à ce moment-là plutôt en perte de vitesse, et même côté image. C'était plutôt l'éditeur de Paul Lussilitzer. Alors oui, il y avait la Cosmopolite côté étranger, mais je crois même que certains contrats partaient parce que, il y avait des difficultés financières, je pense que c'était un peu général. La Cosmopolite, c'est une collection, la collection étrangère. Magnifique collection littérature étrangère. Et Jean-Marc a donc lancé La Bleue chez Stock, et il a publié par exemple les auteurs peut-être qu'on connaît le plus sont Vassilis Alexakis, Christine Angot, plus tard il y a eu Eric Fay, Eric Reinhardt, plein, Christian Garcin. Pas mal de noms qu'on reconnaît, quoi. Oui, voilà, et qui maintenant sont peut-être dans d'autres maisons. Et moi je suis arrivée en 2007 chez Stock. C'était ta première expérience? Alors j'avais fait des stages, beaucoup en presse aussi écrite, parce que je me destinais à l'origine plutôt à ça. J'avais envie de ça. J'avais fait des stages par exemple au Vogue, etc. Et c'était pas mon premier stage dans l'édition, mais c'était mon premier long stage, et qui était mon stage de fin d'études, et à la fin duquel Jean-Marc m'a proposé de rester. Et comme il n'y avait pas de boulot à l'édito tout de suite, alors j'ai fait un peu d'édito en remplacement, mais j'ai passé un peu de temps au commercial. Le temps que... Donc j'ai appris aussi des choses. Ouais, complètement. Et j'ai aussi travaillé avec lui et Capucine Ruet, à l'époque, qui était une éditrice de Stock, un livre des 300 ans de la maison. Donc voilà, et avec beaucoup d'attachement à cette maison, vraiment. C'était une maison importante dans ma construction même générale, avec une super équipe. Et je suis restée après jusqu'à 2014. Mais Jean-Marc est mort en 2013. Mais ça a été fou. Enfin, j'ai vraiment beaucoup appris auprès de lui. Et par la suite, tu as fait quoi dans ton parcours pour arriver jusqu'ici, derrière ce micro? Mais oui. Alors chez Stock, je m'occupais vraiment essentiellement du roman. Alors toujours français, francophone. Un peu de doc, un peu d'essai. C'était mon premier poste d'assistante d'édition. Donc j'étais vraiment sur le texte essentiellement. De pas mal d'auteurs, Melville Poupeau, Eric Fay, Judith Pérignon, c'était vraiment varié, Éric Orsena, beaucoup. Et puis, j'ai eu envie, comme je pense beaucoup d'entre nous dans la vie, à un moment donné, ça faisait 7-8 ans que j'étais là-bas, de changement, et je sentais que je travaillais beaucoup le texte, que c'est ma passion vraiment, de travailler les textes. Ouais. Mais que j'étais peut-être pas assez au front, sur le terrain, et que je connaissais pas toujours bien parfois la manière dont on lançait. J'observais, bien sûr, Jean-Marc ou Manuel plus tard s'occuper des prix. Manuel Carcassonne, pardon. Je sais même pas pourquoi je donne pas les noms de famille. De la presse, avec les attachés de presse, avec toute l'équipe. Mais j'étais pas moi... je n'allais pas m'esquinter les genoux et tout sur le terrain pour aller défendre mes auteurs bec et ongles. Et ça me faisait culpabiliser aussi. Je me disais, mais je dois faire ça, je dois apprendre ça en fait. Et donc un jour, on m'a proposé de rejoindre Fleuve, maison qui est mais aux antipodes de Stock, en me disant, voilà, tu peux travailler le polar déjà, ça m'intéressait, de découvrir le genre. Et tu auras la charge du domaine français voilà, donc tu accompagneras de A à Z. Là, on y est. Et là, on y est. C'était pas simple. C'est vrai? Bah non, c'était pas vraiment... simple. Ah non, c'était de changer totalement d'univers. Ça pour le coup, oui. C'est ça, changer d'univers, mais c'était passionnant. Et puis je crois que c'est ce que j'aime faire, c'est de me dire, bah là, je redécouvre encore quelque chose, c'est nouveau, il y a un terrain à défricher. Enfin, je crois que c'est ce qui me passionne aussi. Mais comme quand on découvre un texte et qu'on doit le travailler, bah là, c'est pareil, mais sur une autre échelle, c'est de se dire, Fleuve a cette réputation, a cette histoire, parce que c'est une maison qui a une très belle histoire. Carrément. Et toi, tu as été recruté pour une raison sûrement, ou plusieurs, mais bon, voilà, qui est liée aussi à mon parcours chez Stock. Donc je me suis amusée, j'ai développé d'autres choses, j'étais pas du tout une spécialiste du polar, j'étais même l'inverse, j'en lisais, mais c'est marrant en vrai. C'était presque fou de leur part même. Ouais, c'est ça. Donc j'ai cherché, je pense, des auteurs et des autrices qui étaient assez, peut-être que si j'avais mieux connu le polar, je les aurais peut-être pas choisis ou lus, etc. Toi, t'étais là. C'est ça, et donc j'ai publié des autrices comme Louise May, qui est une autrice de polar autour qui évoquait toutes les violences faites aux femmes, etc. Un auteur suisse, Sébastien Meyer, autour d'un polar queer. Alors, c'était peut-être pas toujours adapté à Fleuve, mes choix, mais moi, je me suis vraiment passionnée pour ce genre. Et il y avait Franck Tillier, enfin, il y avait pas mal d'auteurs. Et 4 ans, là, j'ai passé 4 ans là-bas, à apprendre à positionner des livres, à les défendre. Jusqu'à arriver ici. Jusqu'à Harper, voilà. Ça a mis 1 an, j'ai mis 1 an avant d'accepter et de venir, et ça m'a
là, c'était une chance supplémentaire, c'était de partir de zéro. Et ça m'a encore plus transcendé cette idée de... Ouais, bien sûr. Est-ce qu'on peut te dire que les livres aujourd'hui que tu édites, que tu publies, sont une espèce de manière de parler de toi ou ça serait exagéré ? Je pense que ça serait peut-être un peu exagéré parce que je tiens à garder... j'essaie toujours de... je sais pas comment l'exprimer. Mais je mets de ma personne, évidemment, parce que on est tous pareils. Ça prend du temps dans ma vie. Il y a des obsessions parfois, lire des textes. C'est un temps long. Et donc, forcément, ma personnalité est dans les livres que je publie. Ouais, partout, je crois. Mais j'ai aussi envie de me dire que je construis quelque chose en dehors de ça. Et que si demain, je pars ailleurs, j'aimerais bien que cette collection existe. Et je suis sûre qu'il y a des éditrices ou des éditeurs qui s'y retrouveront et qui pourront prolonger avec leur propre distinction, leur propre goût. J'espère, en fait, vraiment... je me rendais pas compte à quel point, en fait, je suis pas attachée à ce qui va rester, aux traces, etc. du tout. Mais c'est vrai que plus le temps passe et plus je me dis, si quelqu'un la reprend, c'est génial. Et elle aura un peu de... elle va prendre des reliefs différents, quoi. Donc c'est... Oui, il y a un peu dans les textes. Il y a des choses, on retrouve des choses dans les textes autour de peut-être de l'enfance. Je regarde là les récits littéraires ou les romans dans la bibliothèque et il y a ça, effectivement, il y a un tout petit peu. Un tout petit peu. Mais il n'y a pas d'ego trip. C'est ça que j'essaie de dire, mais voilà. Alors, ne serait-ce qu'en 20 ans, le monde de l'édition a pas mal bougé. Il y a eu, je sais pas, la vente en ligne, l'auto-édition qui s'est largement démocratisée, je dirais. Quels sont les nouveaux moyens de faire de la littérature, entre mille guillemets, aujourd'hui, quand on est éditeur, de trouver des plumes, de communiquer aussi ? Est-ce que de quelle manière ça a changé ? C'est marrant parce que quand tu me dis ça, mais peut-être que je ne suis pas assez informée de toutes les infinies possibilités, mais en fait, souvent je me dis oui, ça bouge énormément. Il y a des écoles aussi, des formations. Il y a tout, ça s'est professionnalisé, même les auteurs, on le sent. Moi, alors, ça fait 20 ans et ça fait que même pas 15 ans que je suis dans le monde professionnel. Ouais. Mais je trouve, même si je sens ces changements, je trouve quand même que ça reste des méthodes et des moyens et des façons de travailler assez ancestrales. Je sais pas comment le dire, mais... C'est positif ou négatif ? C'est positif. Un constat. Okay. C'est un constat, c'est que finalement, certaines valeurs un peu dans la manière de trouver des auteurs, dans la manière de les défendre, dans la manière de faire qu'un livre, à un moment donné, atteint une sorte d'apogée en matière d'exposition, etc. J'ai l'impression que ça repose quand même sur des ressorts qui restent les mêmes. C'est-à-dire un bon livre. Si possible. Avec un très bon entourage collectif, parce qu'on parlait de collectif tout à l'heure, mais je pense que ce qui est primordial, en fait, au démarrage du succès d'un livre, c'est ce moment où, dans la maison, avant même de sortir dans les librairies, dans certains papiers, etc., où dans la maison, il se passe quelque chose, une sorte d'étincelle. Ce moment où l'éditeur géo, parce qu'il y a un côté géo quand même dans le métier d'éditeur, réussit, c'est toute la difficulté, mais en même temps, c'est ce que j'adore, à transmettre son enthousiasme, à allumer la flamme auprès des autres, en fait, auprès de toutes les équipes qui vont soutenir le livre. Et à partir de ce moment-là, donc ça c'est ancestral, je veux dire, même avec tous les changements possibles de moyens, de méthodes, etc., pour faire émerger un livre, ça c'est la base, en fait. S'il n'y a pas ça, je ne vois pas comment ça peut fonctionner. Alors, après, parfois il y a ça, mais on sait que tous les moyens mis en œuvre possibles ne pourront rien à... un Covid qui arrive avec un confinement, ce qui a été le cas de la collection, 2 mois après son lancement. Des faits autrement plus graves et je pense, on n'arrête pas de dire que depuis 1 an en librairie, c'est très dur. C'est lié à tout ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. C'est en effet autrement plus grave et intense que ce qu'on vit nous en disant « Oh mince, ma collection s'est lancée ». Mais tout ça, même si on a les meilleurs moyens, même côté digital, parce que voilà, des choses qu'on fait un peu plus, moi je m'intéresse un peu plus à ça depuis peu,
Avant, je regardais même pas parce que je ne lis pas comme ça. Donc, je lis encore à l'ancienne mon livre avec du papier, etc. Mais je vois bien qu'il y a plein de moyens, et même côté presse. Mais la presse, c'est pareil. Ça reste assez, finalement... il suffit qu'il y ait l'engouement de plusieurs personnes au bon moment. Et là, le livre... c'est bah parti, ouais, quoi. c'est ça. Donc ça, c'est pas très nouveau. Pas très. En fait, il y a vraiment j'ai l'impression quand même que ce qui tient un peu tout, et ce métier, et même l'envie qu'on y met, et la passion, et la foi perpétuelle, parce que c'est quand même une espèce de foi qui se renouvelle, même avec beaucoup d'échecs. Il y a c'est un métier, beaucoup d'échecs quand Bien même. sûr, ouais. Ça fait partie intégrante. Mais du oui, métier. mais c'est ce qui est passionnant aussi. Chaque livre est une aventure éditoriale, une histoire. Il n'y a pas de règles. de patron ou de règles. Enfin, c'est vraiment ça. À chaque fois, on recommence. Et ça repose quand même sur certaines bases qui ne changent pas. Immuable. Eh ben écoute, Oui, c'est dit. c'est dit. Enfin, pour moi. Alors, l'épisode va sortir en mars, courant mars. Quelle est l'actualité de la maison ? En mars. L'actualité de Traversée, puisque je ne l'ai peut-être pas assez dit là, mais je m'occupe de Traversée et aussi de polar français. Ouais. L'actualité de Traversée, c'est 2 livres. Un en mars, le 8, et un le 5 avril. Donc, c'est 2 premiers romans. Le premier, c'est Agathe Lemaître, Le livre de Liane. C'est un texte absolument fou, en fait, que j'ai lu il y a un peu plus d'1 an. C'est l'histoire Agathe Lemaître, c'est une jeune femme qui a une 30aine d'années, qui est la grande sœur de Liane, puisque c'est écrit à partir d'une histoire vraie, et qui donc a perdu sa petite sœur en 2018. Sa petite sœur s'est suicidée après plusieurs années de harcèlement scolaire. Ça a duré au collège, au lycée, et ça s'est poursuivi à la fac. Donc à 21 ans, elle s'est suicidée, elle a été retrouvée dans son studio. Et à la mort de cette petite sœur, évidemment, passé la déflagration de l'annonce et toutes les étapes qu'on traverse quand on perd quelqu'un, et surtout de façon aussi brutale, Agathe a décidé d'en faire un combat, en fait. Ok. Et c'est devenu un livre. Elle s'est dit, comment je peux... En fait, c'est simple, il n'y a pas de demi-mesure. Elle s'est dit, comment ce fléau peut s'arrêter, ne plus exister. Ça touche un individu sur 10 à peu près, en France. Et encore, il n'y a pas tous les témoignages, etc. Et en fait, elle s'est dit, il y a des livres qui existent, qu'on appelle des livres de non-fiction, des docs, des témoignages, etc., de parents, ou même je pense à une jeune artiste, Tessaï, qui a été publiée chez Lattès et qui en parle comme étant une ancienne victime de harcèlement, etc. Il existe plein de choses. Mais Agathe se disait souvent, il y a une crainte, une peur, même de parents, enfin de lecteurs en tout cas, d'aborder ce sujet. Et moi, j'ai envie d'en faire un roman, une fiction. J'ai envie de construire une histoire en forme d'enquête pour que ce soit d'abord un livre, un roman passionnant, mais tiré d'une histoire vraie, puisque construit à partir des documents du journal de Liane. Donc il y a son journal, donc toute la mécanique de ce harcèlement, et il y a évidemment plein d'autres documents comme les procès-verbaux et les classements sans suite, alors qu'elle a essayé quand même de taper à toutes les portes pour que ça s'arrête. Je vois un extrait de journal intime, là. Journal intime, des poèmes. C'était une jeune femme qui faisait des études pour devenir criminologue, mais qui était aussi qui écrivait depuis toujours et qui rêvait d'écrire un livre. Et donc, Agathe a écrit ce livre avec sa sœur qui n'est plus là. Et c'est vraiment... c'est un roman, mais qui va porter un combat qui est celui du harcèlement scolaire. Okay. Donc là, en mars, c'est bientôt. Elle va venir, elle a un gros programme de promo, puisqu'on parlait de ça juste avant, pour en parler, pour défendre ce projet. Et c'est un livre qui va s'inscrire dans la durée, pas, qui est destiné à courir sur des mois, des années, et je l'espère à devenir un livre important pour cette cause. Et en plus, c'est vraiment diablement efficace et bien construit. C'est quelqu'un de... rien. Non, très... Donc ça, c'est le livre. C'est mars. 8 mars. Et l'autre livre, premier roman, de Claire Géano, qui est une jeune femme qu'on connaît, alors qu'on connaît ou pas, mais en tout cas qui avait un super podcast littéraire qui s'appelle Pile, que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas. Et elle publie un premier roman qui s'appelle La Jurée, et qui se passe
dans une unité de temps assez réduite, puisque c'est sur une semaine, une jeune femme va assister à un procès comme jurée. Dans une affaire d'empoisonnement d'une vieille dame par, a priori, son petit-neveu et l'ex-compagne de ce petit-neveu. Mais derrière ce procès, on va surtout assister à une sorte de déflagration de cette jeune femme et de souvenirs, de mémoires qui lui jouent des tours et d'une découverte familiale. Il y a toute une histoire de famille autour de ce procès et on va découvrir ce qui s'est passé dans la vie de cette jeune femme. Donc c'est une semaine, un procès et passionnant puisqu'elle elle-même elle a fait elle a assisté à pas mal de procès sur une année pour nourrir le livre, qui est extrêmement précis, extrêmement construit, mais qui raconte aussi une autre histoire, évidemment, autour des mirages de l'enfance, de ce qu'on a bien voulu croire pendant des années. On a tous connu ça, et qu'on découvre peut-être un jour sous un nouveau jour. Très bien, la jurée. Et je vais te poser la dernière question que je pose à tous mes invités et toutes mes invitées. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager ? Oui, alors félicitations. J'ai réfléchi à cette question. Bravo, c'est pas le cas de tout le monde. Oui, alors des coups de cœur culturels, j'en ai. Il y a notamment, j'ai découvert un peu sur le tard, Julie Doucet, une autrice de romans graphiques. Alors les puristes n'aiment pas forcément ce terme, mais c'est quand même du roman graphique. Ouais. Et vraiment, c'est un coup de cœur parce que elle aborde... comment la définir ? En fait, c'est quelqu'un qui a très peu publié finalement dans sa vie, puisqu'elle a arrêté 20 ans. Elle a arrêté de dessiner pendant 20 ans. Et c'était une des rares femmes à son époque à intégrer le petit monde de la BD parmi beaucoup. C'était un monde très masculin. Ouais. Et elle a une manière d'aborder... Alors, il n'y a pas que ça, c'est hyper riche. En fait, il faut vraiment le voir pour comprendre, mais... chaque espace dessiné est extrêmement, on pourrait dire chargé, mais en fait c'est complexe, il y a une grande densité, on n'y a pas accès tout de suite. En fait c'est un univers qui parfois nous laisse un peu à distance, parce qu'il faut l'accepter. Je ne sais pas comment bien l'exprimer, mais j'ai l'impression vraiment d'entrer dans un cerveau humain quand j'ouvre un livre de Julie Doucet. Et elle aborde la féminité d'une manière assez inattendue. Alors peut-être qu'aujourd'hui, avec beaucoup de déconstruction, etc., ça paraît peut-être un peu moins étonnant, mais c'est déjà assez fou autour du corps, même autour... Alors elle parle beaucoup de ses rêves, c'est totalement fou en fait. Il y a un truc un peu crade dans la manière de dessiner, moi, que j'aime beaucoup, j'y suis très attachée. Et surtout ce sens du détail que j'avais. Alors moi, je sais pas, on est tous différents enfants, mais j'aimais beaucoup les auteurs comme Claude Ponty, qui proposaient des univers parfois effrayants et très remplis, des pages remplies et denses qu'on pouvait regarder un peu à l'infini. Bon, avec Julie Doucet, j'ai un peu ce sentiment, et en plus, j'aime sa manière d'aborder la féminité. Donc ça me plaît, c'est un vrai coup de cœur. Trop bien. Il y a aussi En salle de Claire Baglin, parce que je parle quand même de romans, ça j'ai vraiment... Oui, voilà. C'est un texte qui m'a énormément plu, parce que ça aborde aussi des sujets qui me plaisent moi et qui sont cohérents avec ce dont je te parlais un peu plus tôt. Et peut-être un petit dernier coup de cœur. J'ai découvert un court-métrage qui s'appelle Partir un jour. Ça me parle, c'est normal. Oui, qui a eu un César, là, donc c'est vraiment totalement opportuniste, lié au César que j'ai regardé en partie. Mais... Ouais. Et dedans, il y a Bastien Bouillon, qui est un acteur vraiment que j'ai envie de découvrir de plus en plus, qui était dans La Nuit du 12. C'est ça. Qui n'a pas fait que ça, mais qui est fantastique. Et vraiment, ça, c'est même ce court-métrage, je le conseille, parce que... Toujours sur ces thématiques, d'ailleurs, sociales. Écoute. Voilà, 3 coups de cœur. C'est pas mal. Récents. Écoute, trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille, notamment Instagram, et puis à en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.